Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer. D'ores et déjà, je voudrais vous remercier, mais surtout vous présenter, ou plutôt je vais laisser à Monsieur Dupont le soin de le faire, le déroulement de la Assemblée générale d'information, alors qu'on appelle traditionnellement Assemblée annuelle d'information et de concertation. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la tradition. Je laisse la parole tout de suite à Marc Dupont. Et puis ensuite, on vous présentera le programme de cette soirée. Merci, je vais faire court pour essayer de rattraper du temps. Euh, Simplement vous remercier d'avoir bravé la chaleur qui est assez torride aujourd'hui. Remercier également les élus qui ont fait l'effort de venir. Remercier Madame Fournier, vice-présidente du conseil départemental. Alors, il ne faut pas que je me trompe, à l'insertion à l'emploi et à l'habitat et au logement, et qui nous dira quelques mots et qui remplace Madame Tabouret, la vice-présidente, qui a l'habitude de suivre les travaux de la DAPA. Remercier Monsieur Clément, qui est là aussi, DGA la solidarité du département. Et puis vous dire que donc nous travaillerons, après la présentation que va faire Thierry Nicolosi, sur la question de la transformation de l'offre, qui est un terme peut-être un petit peu abscon et qui a pu rebuter certains, c'est-à-dire sur finalement le devenir de nos services, quoi, dans l'année et les années et dans le futur proche. Voilà. Madame Fournier, je vous passe la parole. Merci, Président. Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser de prendre la parole au début de cette assemblée, mais je dois m'absenter, je dois aller, pour être très clair avec vous, à une autre manifestation à l'autre bout du département. Et c'est en ce sens où je me suis permise de prendre la parole au nom du département tout de suite. Excusez ma collègue vice-présidente Martine Tabouret qui a dû s'absenter à la dernière minute, et bien entendu saluer notre éminent directeur général adjoint délégué à la solidarité au département, Thierry Clément, qui, vous le savez, est quelqu'un de très, très, très investi, tout autant auprès des élus qu'auprès des structures associatives, qu'auprès de l'ensemble des Indinoises et des Indinois qui ont besoin du département. Ça me permet vraiment, encore une fois, Thierry, de vous saluer, de vous remercier pour l'investissement sans faille à nos côtés tout au long, en tous les cas, de l'année, parce que nous le savons bien, nous avons de nombreux enjeux dans notre département et on peut, en tous les cas, élus, s'appuyer sur nos services, et il me semble qu'il y a une belle complémentarité pour pouvoir, aujourd'hui, vous faire part tout le bien et toute la manière dont le département de l'Ain contribue et accompagne à cette association, l'ADAPA, qui est l'association la plus importante de notre département, et bien sûr l'accompagnement auprès des personnes âgées ou des personnes en situation également de handicap, au travers notamment d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que vous signez avec le département de l'Ain. Alors, rappelez peut-être quelques chiffres, parce que c'est important de parler argent un petit peu. Ça mesure aussi le partenaire essentiel que vous êtes pour le département. Annuellement, c'est près de 11 millions d'euros qui sont versés auprès de la DADAPA pour la réalisation d'environ 425 000 heures, ce qui est aussi non négligeable, bien sûr, au titre de l'APA. Sur l'ensemble du territoire, c'est également près de 2688 bénéficiaires. Et puis, sur les 6983 bénéficiaires que compte notre département. Alors, je vous l'ai dit, le soutien du département pour la mise en place d'une flotte de véhicules, c'est aussi un vrai comment dire, message que nous envoyons auprès de l'ensemble de nos partenaires tels que la DAPA. C'est l'achat de véhicules avec vous, bien entendu. Hein, c'est pas le département qui porte lui seul l'achat de cette flotte des véhicules, auprès notamment de l'ensemble des intervenants et des intervenantes à domicile, ce qui fait un total sur l'ensemble à peu près de 6 SAD sur 1300 véhicules dans notre département, pour un coût de 2,5 millions d'euros. Donc 2,5 millions d'euros pour 1300 véhicules, c'est pour nous
une autre manière aussi de porter eh bien, auprès de l'ensemble des structures associatives, donc de nos partenaires, eh bien, je l'ai dit, un message qui nous permet aujourd'hui de vous remercier parce qu'avec des véhicules qui pourraient parcourir l'ensemble de notre territoire. C'est 437 véhicules au maximum pour 955 000 € au soutien financier du département pour la seule association de la DAPA. Alors, on le sait que déjà au 1er juin, vous aviez, je crois, 35 véhicules et que, bien entendu, les autres véhicules vont s'accélérer jusqu'à septembre 2023. Je l'ai dit également, vous êtes un partenaire important. Vous le savez, nous avons voté également le plan senior 01 qui, pour nous, eh bien, permet également de lister de nouvelles actions et de renforcer les aides auprès de nos aînés et au travers notamment de plusieurs appels à projets et toujours bien sûr en faveur des personnes âgées. Vous le savez aussi, vous bénéficiez aussi d'une aide pour la contribution et bien sûr la mise en œuvre d'actions collectives ou bien bien sûr individuelles, notamment de prévention. Ça me semble important, la prévention, surtout en perte d'autonomie et bien sûr pour les personnes de plus de 60 ans. J'enlève âgé, parce qu'à 60 ans, je suis désolée, on n'est pas âgé. J'ai pas 60 ans, hein, c'est pas pour moi que je dis ça, mais bon, souvent 60 ans, les gens sont jeunes aujourd'hui à 60. Donc c'est pour ça que je dis les personnes de plus de 60 ans. Et bien sûr, aussi, nous avons eu des actions fortes dans le plan senior pour les aidants, parce que je crois que les aidants ne doivent pas être oubliés. Et bien sûr, cette aide perçue, elle est dans le cadre du programme Azalée et notamment lors de la conférence des financeurs 01. Alors, vous le portez, la DAPA porte, et vous le savez également, un tiers des 24 projets d'habitat inclusif qui sont conventionnés entre le département, bien sûr, dans le cadre de la programmation 2022-2029. Ça, c'est aussi pour nous, pour le département, un plan important parce que ça permet notamment de bénéficier, pour les habitants, de bénéficier de logements et bien grâce à l'aide à la vie partagée, et ce qui a fait à peu près 5 000 € par habitant par an. Ensuite, de 2022 à 2029, nous avons prévu d'octroyer près de 1,7 million € pour le compte de ces habitants, tout simplement pour financer l'animation, la coordination du projet de vie sociale ou bien sûr encore la régulation du vivre ensemble, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur de ces habitats inclusifs. Ensuite, comme bon nombre d'associations dans notre département, vous rencontrez bien sûr des difficultés pour recruter, malgré vos efforts déployés. Ça, on le sait, Thierry Clément également alerte régulièrement les élus, notamment sur l'ensemble des structures associatives. Je ne vais pas en parler plus, vous êtes mieux à même d'en parler que moi, mais sachez qu'en tous les cas, nous aujourd'hui, on sait très bien que c'est compliqué le recrutement, mais je crois que c'est national. Vous êtes également un partenaire fort du département, notamment pour notre plateforme indinoise des métiers de l'accompagnement social et médico-social, qui est bien sûr portée par le département. Enfin, je ne vais pas être plus longue, c'est pour moi aussi l'occasion, bien que ce ne soit pas ma délégation, bien que j'en charge le logement, mais c'est vraiment pour moi l'occasion au nom du département de remercier le travail que vous faites, de remercier l'ensemble, bien sûr, des bénévoles, également l'ensemble des intervenantes et des intervenants pour favoriser en tous les cas le bien vivre chez soi, tout simplement parce que je crois que quand on est dans la bienveillance telle que vous, quand on est dans le professionnalisme tel que vous, les élus et le département qui est chef de file des solidarités peut aujourd'hui dire nous avons dans notre département des associations, pardonnez-moi l'expression, qui tiennent la route. Donc merci Président, merci à vous toutes et à vous tous de pouvoir nous aider dans l'accompagnement de nos aînés ou des personnes les plus fragiles. Merci Madame la Vice-présidente. Thierry, je crois que c'est à vous maintenant. Donc le programme rapidement. Après les interventions,
que vous venez d'entendre. Je vais vous parler des faits marquants de l'année. On parlera des chiffres clés, mais rapidement, rassurez-vous. Tout est dans le rapport d'activité, donc on fera l'économie d'une lecture collective. L'ADAPA en action, nous souhaitions mettre en exergue quelques sujets qui rejoignent, Madame, ce que vous avez pu évoquer, qui bien souvent sont en lien avec des partenariats parfois de longue date avec le département. Et puis, la conférence débat sur la question de la transformation de l'offre. On explicitera ce dont on souhaite parler avec vous, puisque la problématique de la transformation de l'offre, vous allez voir, est une problématique très large. Et puis, bien entendu, peut-être la meilleure partie, ou en tous les cas, une partie bien agréable, le cocktail auquel vous êtes cordialement invités. Monsieur Dupont est intervenu, Madame Fournier aussi. Voici la frise que vous trouvez dans le rapport d'activité. Je vais vous faire grâce d'une lecture des événements principaux mois par mois. Vous les retrouvez, donc, ces événements principaux, vous les avez donc ici dans cette présentation. Ça n'est pas exhaustif, c'est simplement les éléments qui nous sont apparus, ou les faits sont apparus marquants. Il y en a d'autres, hein, on parle de choses plutôt positives, là, bien évidemment, et c'est bien le moins. Je ne vais pas m'attarder sur les différents événements de l'année. C'est certainement pas complet, mais en tous les cas, comme toute association, on a vécu des moments forts, des temps forts. Les chiffres clés qui sont en grande partie reproduits dans le rapport d'activité. 5502 personnes accompagnées pour être précis, 680 000 heures d'activité, un peu plus en 2022. Autant préciser tout de suite que c'est pas un chiffre très très élevé, c'est même un chiffre assez bas qui marque une tendance très générale et très marquée en tous les cas pour qui concerne l'ADAPA d'une baisse d'activité ou en tous les cas d'un blocage sur l'activité qui est très lié à l'évidence au problème de recrutement que nous avons évoqué à l'instant. Des actions collectives de prévention, il y en a beaucoup, 1119 participations, non pas participants parce qu'une même personne peut participer à plusieurs actions collectives. 2 929 125 kilomètres parcourus par nos aides à domicile. Je ne parle même pas du personnel des services supports qui en fait aussi beaucoup des kilomètres. Ce qui démontre l'intérêt de l'action que nous portons avec le soutien du département au titre de la mobilité. 1124 salariés. Quand on dit 1124 salariés, c'est l'ensemble des salariés qui sont intervenus ne serait-ce qu'un jour au sein de l'ADAPA. 7801 heures de temps collectif entre salariés. J'insisterai volontiers sur ce chiffre parce qu'au-delà des heures d'intervention, il y a du temps qui est consacré à la coordination. Il y a beaucoup de temps qui est consacré chez nous à des réunions périodiques dans le cadre de ce qu'on a appelé les équipes à responsabilité élargie, les fameuses équipes semi-autonomes dont on parle beaucoup maintenant dans le secteur. L'ADAPA a été en pointe sur cette action et elle continue, elle s'amplifie. ERO et Pacte, puisqu'on a aussi le pendant de ces équipes au niveau de l'encadrement territorial. Et puis un petit rappel, nous avons 26 antennes de proximité qui permettent de couvrir l'ensemble du département de l'Ain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et d'intervenir dans les communes les plus reculées. L'ADAPA en action, c'est les focus que j'évoquais là en présentant le programme. Sur l'organisation, j'évoquais à l'instant les équipes à responsabilité élargie. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dans le rapport d'activité, la généralisation des ERE, près de 70 équipes mises en place, la formation des dernières animatrices, un temps fort, je dis que je ne dis pas, mais je le dis quand même, un temps fort en début d'année avec nos administrateurs, avec les
l'encadrement avec l'ensemble des animatrices, qui a constitué un point d'orgue et puis surtout le top départ de la généralisation. J'avais surtout envie de mettre en exergue le fait que les aides à domicile ont aujourd'hui la possibilité d'utiliser leur smartphone pour modifier les plannings. Alors modifier, non pas modifier pour le plaisir de modifier, mais dans l'intérêt des clients et dans l'intérêt du service, avec un enjeu de qualité de service qui paraît essentiel. Nouvelle fonctionnalité smartphone, un guide d'utilisation, des accompagnements, de la formation. Tout ça, ça nous a occupé quand même pas mal et ça prouve que, au-delà du temps que l'on passe ensemble pour traiter de sujets métiers, de la solidarité qui s'organise à partir de collectifs de travail, il y a aussi des innovations techniques qui ont tout leur intérêt par rapport à la transformation du modèle, des manières de travailler différentes. Deuxième focus, la coopération territoriale. On est dans une logique de coopération quand on parle des ERE, on est aussi dans une logique de coopération à l'échelle des territoires quand on parle des pactes. Les pactes, l'idée, elle est la même que pour les ERE. On travaille mieux ensemble. L'intelligence collective, c'est un facteur d'autonomisation des équipes. C'est là où on peut créer. Et je tiens à rendre hommage notamment aux responsables de secteur, aux assistantes de responsables de secteur, qui ont fait un travail considérable tout au long de l'année et qui ont créé non seulement des outils, mais enfin aussi des process, qui ont réfléchi à un certain nombre de choses qui nous ont aidés à mettre à jour parfois des outils existants. Initiative, créativité à l'œuvre, c'est clair, un nouveau livret d'accueil salarié, un répertoire du matériel médical, des classeurs de liaison clients pour tout simplement avoir des outils modernes qui permettent de dialoguer avec nos clients, le passeport d'intégration qui est de belles factures et en plus plein d'humour dans sa présentation, sérieux mais ludique. Des protocoles d'intervention, on est dans la démarche qualité et ce que je voudrais souligner, c'est que dans cette démarche-là, on est dans un processus, alors je vais employer un anglicisme, pardonnez-moi, bottom-up, c'est-à-dire que ça part du terrain, et puis on s'en empare et on travaille avec les services support, les équipes travaillent avec les équipes support pour finaliser les outils, les process, pour tout simplement faire avancer le collectif. Et je tiens à saluer la qualité du travail qui a été fait, notamment au niveau du service d'aide et d'accompagnement à domicile, et en particulier au niveau des 4 pactes, puisqu'il y en a 4 à l'échelle du département. Autre focus, je vais un peu vite, désolé, on aura l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez. La communication. Et sur la communication, j'ai une intervenante toute trouvée qui est Solène Lamolle qui va nous parler non pas du plan de communication, mais de 2 choses qui sont assez marquantes par rapport aux événements de l'année. Ça figurait d'ailleurs sur la frise tout à l'heure. Je vous passe la parole. Bonjour à tous. Alors en communication, en complément des nombreux supports qui ont été développés, notamment en lien avec les pactes, les ERE, mais aussi les services supports, on a 2 moyens de communication qui sont apparus en plus, l'extranet et la newsletter. L'extranet, c'est un outil qui, dans un premier temps, a été ouvert aux salariés pour leur permettre d'accéder à leur planning, à leurs fiches de paye, à divers documents de ressources humaines, de sécurité au travail ou encore du comité social et économique. Cet extranet, dans un second temps, en septembre 2022, il a été ouvert aux bénéficiaires de l'association. Et donc, ils y ont accès là-bas à leur planning en temps réel, ce qui est un outil assez pratique, mais également à leurs factures qu'ils peuvent désormais payer en ligne, à divers documents d'accueil et d'actualité concernant la DAPA. Le deuxième outil de communication qui s'est développé, c'est la newsletter. La newsletter, elle existe en 2 versions. Une version salariée qui est transmise de façon digitale aux personnes qui se sont inscrites et qui souhaitent la recevoir, qui nous permet de leur transmettre toutes les actualités de l'association, ainsi que les témoignages métiers de leurs collègues, puisque c'est important de pouvoir valoriser le travail de chacun et la diversité des métiers présents à la DAPA.
Et concernant la newsletter qui est diffusée aux bénéficiaires, celle-ci est en version papier. Elle leur est transmise par courrier et leur permet d'avoir accès à quelques actualités, mais plus synthétiques, des jeux, mais aussi l'agenda des actions des ateliers de prévention qui sont proposés aux seniors, l'agenda des actions qui sont proposées aux proches aidants, ainsi que également un portrait métier pour faire comprendre comment fonctionne la DAPA et mettre des visages sur des noms. Merci. Oui, oui, elle mérite les applaudissements. Et encore, elle n'a pas tout dit, hein. Un focus, encore une fois, c'est pas le grand tout, mais c'est quelques éléments sur lesquels nous avions envie d'insister, y compris pour susciter d'éventuelles questions. La participation des... on ne sait jamais, j'hésite parce que on parle de bénéficiaires, d'usagers, je l'espère de moins en moins, de clients. Après tout, ça n'a rien d'extravagant. La participation des personnes que nous accompagnons en tout état de cause, c'est quelque chose de très important. Donner la parole aux personnes accompagnées, c'est ce que nous avons tenté de faire. Au-delà de ce que nous faisions déjà, quand le pouvoir d'agir passe par le pouvoir de dire, en quelque sorte, ou l'expérience des groupes d'expression, des réunions donc avec localement des personnes que nous accompagnons, des salariés, dans une ambiance conviviale en principe, en tous les cas c'est ce que nous recherchons, permettant aux personnes que nous accompagnons de dire ce qu'elles ont à nous dire, d'agréable, de moins agréable, mais pas comme ça à partir de rien, à partir aussi de supports. Là vous avez l'exemple, d'un support ludique, d'un jeu qui permet de susciter la prise de parole et puis d'engager la conversation, d'interagir. On a eu pas mal de réunions l'année dernière, on a modélisé le processus, on a outillé le processus, si je puis dire, et je tiens à souligner que effectivement, ça fait partie, vous l'avez compris, des axes forts pour ce qui nous concerne, qui relève d'une démarche qualité bien comprise, où on ne fait pas semblant d'écouter les gens, on participe et on mouille sa chemise, en quelque sorte. Je ne sais pas pourquoi l'expression me vient en tête, mais je pense que c'est la chaleur. En tous les cas, on fait en sorte de laisser les gens s'exprimer sur ce qu'ils vivent avec nous. Merci d'avoir balancé la slide suivante pour me dire que j'étais trop long. Les danses. Un autre sujet, les aidants familiaux, généralement aidants familiaux. Ces dames vont nous en parler parce qu'elles ont beaucoup à nous dire. Enfin, en tous les cas, vous avez un temps limité, mais enfin, vous allez nous dire l'essentiel de ce que nous faisons depuis maintenant 2-3 ans. Un service d'accompagnement et de soutien aux aidants qui peut potentiellement tous nous concerner, puisqu'il est ouvert, y compris aux populations qui ne bénéficient pas des services de l'ADAPA. Alors, bonsoir à tous. Du coup, je suis Tiffany Martelly, psychologue, et je travaille avec ma collègue Lucille Bertrand, qui est travailleur social, pour le service d'accompagnement et de soutien aux proches aidants. Donc, on accompagne les aidants de tout le département de l'Ain, que leur aidé soit bénéficiaire des services de l'ADAPA ou non. Alors, comme vous le savez, chacun d'entre nous a été, est ou sera probablement aidant au cours de sa vie. Plutôt que de vous parler de chiffres qui sont déjà dans le rapport annuel où vous regarderez vous-même si ça vous intéresse, du coup, on a pensé que c'était plus intéressant de vous parler de ce qu'est un aidant et de ce qu'il peut vivre au quotidien. Donc rapidement, les aidants, pour vous dire, ils se décrivent comme le couteau suisse parce que leur rôle les amène souvent à mobiliser leurs ressources sur divers champs. Des champs qui vont du traitement administratif et budgétaire de la personne qu'ils aident, de la coordination pour du maintien à domicile ou parfois au sein de leur propre domicile avec l'intrusion, avec tout ce que ça amène des questions de l'intrusion chez soi, de la réalisation aussi de soins pour l'aider et surtout de soutien moral. Être aidant, c'est aussi continuer à maintenir le lien familial et c'est toujours celui à qui on va demander des comptes. Donc tout ça contribue finalement à une charge mentale importante qui va bien souvent pour les aidants jusqu'à l'épuisement et aussi on parle beaucoup de solitude.
Donc, certes, le tableau est noir, mais avec Tiffany et d'autres services aussi qui œuvrent pour les aidants familiaux, nous nous attachons à faire émerger aussi chez les aidants les richesses de la relation d'aide, parce que ça existe, et les belles choses qu'on peut vivre au quotidien avec son aidé, parce que souvent, ils sont en telle détresse qu'ils n'ont plus la capacité de voir ces choses-là. Alors du coup, le SASPA est là pour accompagner, écouter, soutenir les aidants pour prévenir les situations d'épuisement, les situations de rupture. Les actions qu'on propose sont donc réalisées grâce au programme Azalée du conseil départemental, mais aussi grâce à d'autres financeurs. Et puis, on collabore avec différents partenaires du territoire. Ça peut être des partenaires du service public, du secteur médico-social ou social. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Je précise aussi, c'est important qu'on en parle, que on s'intéresse à l'aidance du point de vue de nos salariés également. Nous faisons partie d'un comité des entreprises pionnières qui travaillent sur la question de l'aidance salariée, avec une conviction, c'est que si on s'intéresse à l'aidance, on doit s'intéresser aussi aux gens qui sont en situation d'aidance chez nous. Et puis, deuxième élément, conviction tout aussi forte, les savoir-faire acquis à domicile par nos intervenants à domicile sont des savoir-faire transférables sur lesquels ils peuvent s'appuyer aussi en termes de montée en compétences. On voit tout l'impact que ça peut avoir. Alors, j'en dis pas plus parce que c'est work in progress, hein. On ne va pas non plus gargariser de choses qui n'existent pas encore, mais en tous les cas, on y travaille sérieusement, notamment avec les représentants du personnel, puisque ça a des implications potentiellement à bien des niveaux. L'habitat inclusif, c'est important d'en reparler, d'en dire quelques mots. Ce n'est pas complètement nouveau. On a parlé du programme Essor tout à l'heure. On avait surtout envie de vous dire quelque chose concernant l'aide à la vie partagée, le dispositif porté par le département, des perspectives nouvelles, clairement pour un projet qui se veut ambitieux, des moyens en plus pour en faire davantage. Là, je vais passer la parole à une collaboratrice qui va vous dire quelle est sa vision des choses et comment on y travaille. Bonsoir à tous. Oui, Laure Fonbonne, je suis chargée de mission Habitat. J'ai la chance d'avoir un sujet de travail passionnant qui est l'habitat inclusif. Et en 2022, l'année a été marquée par la mise en place de l'aide à la vie partagée. Alors, on abrège souvent en disant AVP pour l'ensemble de nos programmes Essor. Donc, il y en a actuellement 6 qui fonctionnent. Donc, sur l'année 2022 et surtout le dernier trimestre, on s'est mis en ordre de marche pour déployer les outils nécessaires pour faciliter le suivi de cette aide avec des rencontres, tant avec les habitants à qui on a expliqué ce qu'était l'aide à la vie partagée dont ils bénéficiaient, qu'avec les salariés qui sont des animatrices passionnées et passionnantes pour l'ensemble des dispositifs. On a par exemple fait un changement de vocabulaire. Alors, ça n'a l'air de rien, mais on parlait souvent de bénéficiaires pour les personnes qui habitent dans un des dispositifs Essor. Aujourd'hui, on parle d'habitants, puisque ça les remet au cœur de la vie de la maison. Donc, sur ces dispositifs Essor, 6 en fonctionnement, et la fin de l'année a été également marquée par les travaux préparatoires à l'ouverture de 2 nouveaux dispositifs sur Tosia et Saint-Genis-Pouilly. Donc, pour l'Assemblée générale 2023, on vous parlera de ces ouvertures-là. Merci. Focus sur le plaidoyer. C'est un peu transversal, hein. C'est un sujet sur lequel je voulais aussi intervenir et qui me paraît important et qui rejoint la question du projet associatif. On va parler tout à l'heure projet associatif, projet de service, feuille de route stratégique. C'est pas non plus sans lien. L'ADAPA s'engage régulièrement et fortement en tous les cas pour promouvoir les métiers de l'aide à domicile. Si vous avez participé aux 2 dernières assemblées générales, vous avez pu constater qu'on souhaitait, autant que faire se peut, donner la parole aux salariés. Nous avions fait un certain nombre de choses pour faire parler des métiers qui sont des métiers en constante évolution, des métiers riches et diversifiés. Alors riches
peut-être pas au plan salarial, j'en conviens, porter la voix des professionnels, du prendre soin, c'est un petit peu comme ça qu'on a envie de dire les choses. C'est aussi notre vocation, c'est pour ça que notre représentante nationale est venue nous rendre visite, est intervenue aux côtés notamment des représentants du département, avec un très bon niveau de dialogue, en tous les cas des échanges sur des sujets d'une grande actualité. Comment est-ce qu'on défend nos professions? Comment est-ce qu'on fait bouger les lignes? Comment est-ce qu'on porte la voix tout simplement des structures, mais surtout des professionnels de nos structures? Comment on témoigne de la richesse de ces métiers et de leur intérêt social? C'est tout ça le plaidoyer. Et puis c'est aussi toutes les initiatives qu'on peut prendre. Je suis intervenu par exemple l'année dernière au sein de la région devant le Césaire pour parler justement de notre réalité d'aujourd'hui, surtout de ce qu'il conviendrait de faire pour tout simplement renforcer l'attractivité de nos métiers, à l'instar de ce que nous faisons, par exemple, sous l'égide du département et d'autres acteurs du domicile. Je ne vais pas vous faire la lecture du petit témoignage qui est ici, parce que vous le retrouverez sur Internet, vous le retrouverez sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous le retrouverez, enfin, ce type de témoignage, il y en a beaucoup, y compris des témoignages de professionnels de l'encadrement, il ne faut pas oublier, les intervenants à domicile, mais aussi toutes les personnes qui, au sein des structures comme les nôtres, œuvrent pour faire avancer les choses. C'est aussi ça le plaidoyer, rendre compte de cette réalité et puis surtout souligner la compétence et l'implication. Je crois que Mathilde Toussaint avait envie justement de remercier. Et plutôt que de le faire à sa place, je vais lui passer la parole parce que c'est vrai que c'est important pour nous de le faire à cette étape. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup parler. Là je vais faire court. Je vais pas présenter ce qu'on a pu faire durant l'année 2022, vous expliquer tout ce qu'on fait de bien, toutes nos difficultés. Je voulais simplement prendre 2 minutes pour remercier l'ensemble de nos personnels, que ce soit les intervenants de terrain, nos responsables de secteur, assistants de secteur et personnel support. L'année 2022 a été une année difficile, que ce soit sur le terrain, au sein des personnels administratifs, et vous n'avez pas baissé les bras, vous avez répondu présent, vous êtes toujours plus investis et toujours avec de nouvelles propositions. Des projets innovants que vous soumettez tout le temps. On a parlé des équipes à responsabilité élargie, on a parlé des pactes, mais ça vaut aussi pour les personnels support. Donc je pense alors on n'est pas parfait. Sachez néanmoins qu'on fait de notre mieux pour accompagner les personnes qu'on aide toujours et avec cette bienveillance et cette volonté de bien faire. Alors comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas parfait, on ne prétend pas l'être. Néanmoins, on fait de notre mieux et les personnels qu'on a à l'ADAPA, en tout cas, incarnent cela. Donc simplement, alors vous voyez, finalement ça a duré plus de 2 secondes, mais je voulais vous dire merci, donc au nom de Monsieur Nicolosi et du mien, pour votre investissement quand il a fallu remplacer des collègues, y compris moi. Voilà, vous avez toujours été là et vous êtes encore là. Donc simplement merci, et puis on se voit tout à l'heure autour du cocktail. Je sais que ça lui tenait à cœur et je préférais que ce soit elle qui le fasse. Même si, bien entendu, je ne saurais démentir les propos qui ont été tenus. Voilà, vous êtes débarrassés, en tous les cas. Je vais passer tout de suite la parole à Loumir, qui va introduire la deuxième partie, la partie certainement la plus intéressante, en tous les cas qu'on souhaite la plus intéressante. Je vous passe le micro et puis je vous laisse faire. Bon courage et merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Loumir Lapresse, c'est moi qui vais animer la table ronde de ce soir. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ce soir avant le buffet, bien évidemment? Vous allez entendre 3 personnes, 3 experts qui contribuent à la DAPA de différentes manières et qui vont vous raconter ce qu'elles perçoivent comme les enjeux les plus importants
dans le contexte dans lequel la DAPA se trouve, avec pour objectif de vous aider à mieux comprendre pourquoi certains choix sont faits, comment est-ce que le secteur se porte, quelles sont les opportunités d'intervention qui vont apparaître dans les prochaines années. Tout d'abord, je vais passer la parole à Monsieur Dupont pour une petite introduction. Oui, quelques éléments pour alimenter la réflexion sur la question de la transformation de l'offre. La transformation de l'offre, c'est un terme qu'on voit apparaître il y a 4-5 ans environ, mais principalement dans le champ du handicap. C'était lié à l'envie du milieu ordinaire, à la baisse d'appétence pour l'institutionnalisation et la mise en place, la prise en charge en établissement. Et c'est dans le droit fil, il faut le dire, des orientations internationales, qui fait que d'ailleurs la France s'est encore fait rappeler à l'ordre il n'y a pas si longtemps que ça par le Conseil de l'Europe sur cette question de l'institutionnalisation. La nouveauté, c'est que la transformation de l'offre maintenant, elle touche aussi le champ des personnes âgées, personnes en situation de perte d'autonomie, et que c'est plus à la carte, c'est obligatoire. Ça devient obligatoire dans le cadre de la mise en place des services autonomie à domicile. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a une envie forte du domicile. C'est clair que de plus en plus, les personnes en situation de perte d'autonomie souhaitent le plus possible rester à domicile. Ça, c'est pas très nouveau, mais ça s'amplifie. Et ça s'amplifie à cause de quoi? Ça s'amplifie en particulier à cause de la crise Orpea, si on peut dire, c'est-à-dire la crise du modèle des EHPAD. Orpea, Corian, et si vous regardez encore une très récente enquête de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, dans les résidences seniors, il y en a 40% qui sont pas qui respectent pas la réglementation en matière d'information des usagers, etc., de tarifs, etc., etc. Donc il y a une méfiance croissante vis-à-vis des établissements ou de ce qui s'en rapproche. Et puis il y a la volonté de réussir ce qu'on appelle le virage domiciliaire. Et pour réussir le virage domiciliaire, il faut forcément réussir le rapprochement de l'aide et du soin. Ça va être le grand enjeu de la mise en place des services d'autonomie à domicile, dont la création va s'étaler à partir du 30 juin normalement jusqu'à fin 2024. Donc on a un an et demi, à peu près un an et demi pour arriver à faire ce mécano, ou ce Lego, je ne sais pas comment il faut dire. Et on attend tous le fameux cahier des charges qui devrait être publié d'ici le 30 juin, donc il reste 14 jours, donc il ne faut pas se louper. Et ce cahier des charges va définir les services, comment doit être organisé un service d'autonomie à domicile, quelles prestations il doit fournir, quel métier il doit mobiliser, etc., etc. Ça va nous obliger à construire des solutions partenariales les plus intelligentes possibles en termes d'aménagement du territoire pour qu'il y ait une couverture la plus large possible. Et dans un département comme celui de l'Ain, c'est pas aussi simple que ça quand il faut s'organiser dans le Val-Romay ou dans des endroits comme ça. En termes d'articulation des différentes professions, c'est vrai qu'on a l'exemple avec l'Espasade et qu'on pourra utilement s'appuyer sur ces expériences. En termes d'organisation du travail, comment on donne du sens à des interventions qui jusqu'à présent étaient séparées, mais qui là, normalement, devraient être beaucoup plus jointes. Comment on donne de l'autonomie, comment on favorise les coopérations entre des professions qui s'ignoraient pas, mais se regardaient peut-être un petit peu en chien de faïence, avec peut-être un petit peu de condescendance vis-à-vis des aides à domicile. Tous ces éléments-là qu'il va falloir mettre dans une grande bassine, laisser mijoter et puis regarder comment on va pouvoir construire ça. Donc il va falloir négocier avec les autres acteurs. Et je dirais que pour bien négocier, il faut bien se connaître. Il faut connaître ses forces. Celle de la DAPA, on vient d'en avoir un petit exemple. Hein, c'est la réactivité, la couverture départementale, territoriale large, le leadership départemental, l'image positive du service. Mais il faut aussi connaître ses faiblesses.
Et ces faiblesses, on l'a évoqué plusieurs fois aujourd'hui, c'est la baisse de l'activité qui quand même nous fragilise par rapport à notre capacité à apporter des projets nouveaux. C'est une évaluation qualité à blanc qui a montré quelques zones d'ombre, donc il faut qu'on en tienne compte, etc. Et c'est la difficulté qu'on a à remonter, je vais utiliser une image, du fond de la piscine pour pouvoir retrouver une activité digne à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, un joli programme de travail. Le contexte est compliqué. On peut compter, je crois que ça a été montré aujourd'hui avec différentes choses sur la bienveillance du conseil départemental. Je pense au projet sur les véhicules de service, je pense à la plateforme sur les métiers sur l'attractivité des métiers du social. Donc, acceptons d'être interpellés sur tous ces sujets, partageons des craintes s'il y en a, des envies, et essayons de saisir les opportunités qui vont s'offrir à nous, parce qu'il va falloir que, effectivement, de toute façon, on se mette d'accord avec des partenaires pour construire ces fameux services autonomie à domicile. Voilà ce que je voulais vous livrer comme réflexion pour essayer d'amorcer la pompe, mais je ne doute pas que les autres intervenants vont avoir aussi des choses à dire. Je vous remercie de votre attention. Alors, ce soir avec nous, on aura Pascal Veil, Laurent Roux et Nordine Moudjelida, qui est le seul présent en physique avec nous. Pascal et Laurent seront en visio. On va essayer de faire en sorte que ce soit vivant quand même. Ce que je vous propose, c'est qu'ils auront à chaque fois 10 minutes d'intervention. Et à la fin de ces 30 minutes, 10 minutes chacun, on prendra 20-25 minutes de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Et on y reviendra avec plaisir à la fin. Et pour vous finir le déroulé, on aura ensuite à nouveau un petit mot de conclusion de la part de Monsieur Dupont. Et puis enfin, vous pourrez aller profiter du cocktail. Alors, est-ce que Pascal, vous êtes avec nous? Et est-ce que vous nous entendez et est-ce qu'on vous entend? Si vous m'entendez, c'est parfait. Oui, très bien, on vous entend. Alors, Pascal. D'accord. Moi, je vous entends très bien également. Super. Vous avez commencé votre carrière comme assistante sociale et vous avez passé 10 ans à faire du travail à domicile. Puis ensuite, vous êtes devenue consultante en action sociale et médico-sociale et votre spécialité, c'est l'accompagnement sur le développement de nouvelles offres. C'est donc pour ça que vous êtes là ce soir. Par ailleurs, vous animez un groupe d'adhérents de l'UNA sur la question de cette transformation de l'offre de services. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Je vous pose ma première question pour qu'on ait une vision du contexte et que tout le monde soit au même niveau d'information. Quels sont les grands défis auxquels le secteur de l'intervention à domicile fait actuellement face? Alors, les grands défis de l'aide à domicile ou du secteur à domicile plus largement, on pourrait en citer plusieurs. Mais aujourd'hui, on a 3 évolutions qui me semblent importantes de noter. D'abord, on a un vrai vieillissement de la population, hein. Ce n'est pas un phénomène isolé, tous les pays d'Europe sont concernés, hein. Donc, mais en tout cas, chez nous, les papy-boomers, nés après la guerre après-guerre, auront 85 ans en 2030. Et on sait que du coup, c'est aussi le démarrage du temps de la dépendance, les 85 années, 90 ans. Et donc, on a un vrai sujet d'augmentation de cette population dépendante sur les années qui viennent. Ça conduit l'INSEE à prévoir aujourd'hui 4 millions de personnes dépendantes en 2060, contre à peu près 2 millions, 2,5 millions aujourd'hui. Donc, on a un vrai sujet sur cet aspect-là. Toujours d'ici 2060, on a en plus une dizaine d'années d'espérance de vie supplémentaire. On ne va pas s'en plaindre, hein, mais du coup, ça fait une progression conséquente aussi de cette population. D'autant que cette augmentation de l'espérance de vie, elle croît beaucoup plus vite chez les personnes en situation de handicap que dans la population ordinaire. Et c'est déjà une population qui est un petit peu dépourvue de solutions. Les personnes handicapées et vieillissantes vont croître aussi en termes de population. Ces évolutions-là, ça entraîne 2 choses. Un nombre de personnes à aider et à soigner plus important, mais aussi des volumes d'aide et d'accompagnement à produire, avec éventuellement de nouveaux métiers et de nouvelles manières aussi d'accompagner les personnes sur ces sujets. À tel point qu'aujourd'hui,
c'est toujours selon l'INSEE, on devrait être à quelque chose comme 18 000 postes qu'il serait nécessaire de créer par an sur la période en question. C'est juste considérable quand même, hein. Le deuxième sujet, et la DAPA est déjà très impliquée sur cette question, c'est la population des aidants, qui, elle, par contre, décroît statistiquement. Alors, c'est l'éloignement qu'on connaît, hein, par choix de vie, par contrainte professionnelle, mais c'est aussi lié à la démographie. Bah oui, le baby-boom, c'est un pic, pas un plateau. Donc, en toute logique, les générations suivantes, eh bien, elles sont moins fournies et donc le nombre potentiel des aidants décroît. Donc, j'étais particulièrement intéressée par la présentation du service dédié de la DAPA parce que il y a un vrai bel avenir devant lui sur ces questions. Enfin, ce que disait Marc tout à l'heure, c'est le fait que les gens veulent effectivement vivre de plus en plus chez eux, en milieu ordinaire, au sein de la cité, dans leur maison, etc. Et c'est vrai pour les personnes âgées, c'est aussi vrai pour la majorité des personnes en situation de handicap et pour leurs proches qui veulent aussi que leurs proches soient dans la mixité sociale, dans l'intergénérationnel, etc. C'est le choix, quand on regarde les études, c'est entre 80 et 95% des personnes qui sont sur cette position. Donc, c'est juste énorme. Dans la même veine, et tout aussi légitime à mon sens, on en retrouve les personnes qui doivent aussi pouvoir décider de leur aide, de leur projet de vie, de comment elles sont accompagnées. Et donc, ce pouvoir d'agir, c'est aussi quelque chose qui est très mis en avant aujourd'hui. Et je suis tout à fait intéressée aussi par le jeu qui était évoqué tout à l'heure. Je trouve que c'est une bonne manière de faire, effectivement, de donner la parole, qui est aussi un pouvoir de dire important. Merci beaucoup pour cette présentation des enjeux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment les politiques publiques prennent en compte ces transformations? Alors, devant tous ces constats, la puissance publique, elle cherche des moyens d'adapter les réponses de la solidarité nationale à l'ensemble de ces évolutions. On ne peut pas dire que ça se fasse dans la douceur forcément, hein, mais il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Il y a le 5e risque sur la dépendance. On cherche à mettre en œuvre vraiment un virage, ce qu'on appelle le virage domiciliaire qu'on évoquait tout à l'heure. Mais du coup, c'est quoi cette affaire-là par rapport à la puissance publique? En un mot, c'est assez simple, hein. Alors, c'est simple à dire, c'est sans doute beaucoup moins simple à faire. Mais c'est vraiment permettre aux personnes qui le souhaitent de vivre en milieu ordinaire, comme vous et moi, d'y trouver tout au long de leur vie, tout au long de leur parcours, des réponses adaptatives et évolutives dont elles ont besoin. C'est ça le virage domiciliaire. Sauf que c'est bien gentil de dire tout ça, mais c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Bah, ça suppose une véritable mutation, hein, des secteurs, du secteur sanitaire, du secteur social, du secteur médico-social. Donc, on a un vrai sujet là d'évolution de ces différents acteurs publics et privés, notamment associatifs, hein, sur cette affaire. Euh, Aujourd'hui, les politiques publiques sont engagés malgré tout dans des choses qui sont comment dirais-je, qui donnent une bonne vision de ce qui pourrait se faire et qui vient aussi reprendre d'une certaine manière des initiatives pertinentes qui ont été conduites par des acteurs de terrain. Je voulais juste évoquer, effectivement, Marc en parlait tout à l'heure, l'Espasade. L'Espasade, c'est 2006, hein, la création d'Espasade, hein. C'est pas si récent que ça. Alors, ça a marché plus ou moins bien, avec beaucoup de hauts et de bas. Il y a eu une renaissance d'Espasade en 2016 avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Mais bon, voilà. En tout cas, là, on a, avec les futurs services autonomie à domicile, on va upgrader, si je peux me permettre l'expression, ces SPASAD d'une certaine manière, avec de nouveaux métiers, de nouvelles missions, de nouvelles choses qui vont venir vraiment être une forme de reconnaissance, hein, de l'intervention au domicile comme vraiment un incontournable, hein, de la politique du bien vieillir. Donc, supposeront aussi d'ailleurs une allocation de ressources qui soit à la hauteur des ambitions, si on veut que ça fonctionne. Donc ça sera aussi un vrai sujet de politique publique. Le deuxième exemple, pour aller très vite, c'est les dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile qui ont été permis dans le cadre d'une loi d'expérimentation et qui donnent aujourd'hui lieu à la création des centres de ressources territoriaux portés soit par un EHPAD, soit par un service à domicile. L'idée,
c'est justement de proposer aux personnes dépendantes qui le souhaitent une alternative à l'entrée en établissement, en construisant avec elles un accompagnement dense, adapté à leur situation souvent complexe. Et les premiers sont nés en 2022, dont l'un dans l'un, auquel participe la DAPA, me semble-t-il. La dernière illustration, c'est l'habitat inclusif, partagé, etc. Il y a plusieurs terminologies qui sont employées. C'est vraiment l'alternative aussi entre le tout domicile et le tout établissement, si je peux me permettre de dire ça comme ça, avec un chez-soi classique d'une certaine manière et puis une vie partagée avec les habitants. C'est vraiment une réponse intéressante et tout à fait plébiscitée par les gens qui l'ont testé. Donc, le gouvernement aussi cherche à le promouvoir, même si il y a quelques écueils qui se profilent à l'horizon. On est vraiment dans une volonté de dynamiser ce genre de proposition. Alors, dans tous ces dispositifs-là, je tenais à revenir sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. On retrouve vraiment la notion de partenariat, de combinaison de réponses, d'ajustement, de maïeutique, de souplesse et d'adaptation au parcours de vie et aux évolutions des besoins des personnes. C'est une vraie ligne de force de l'évolution de notre secteur aujourd'hui. Et la DAPA l'avait compris, hein, parce qu'elle est inscrite dans plusieurs de ces dynamiques, mais c'est vraiment un des moteurs de ce qui se passe aujourd'hui, vraiment très, très fortement. Merci beaucoup. Et donc, dans ce contexte, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les opportunités de création de services dans le médico-social et les secteurs attenants pour l'ADAPAM, entre autres? Alors, on parle du champ médico-social d'une manière générale, hein, j'en ai cité quelques-uns, mais on a aussi beaucoup de possibilités de développement d'activités en dehors du champ strictement médico-social. Je vais m'expliquer un petit peu plus loin. L'avancée en âge de la population, ça fait aussi émerger des besoins nouveaux, des opportunités très importantes, y compris pour les acteurs du domicile qui voudraient s'en saisir. C'est tellement vrai que les perspectives attendues, par exemple, concernant la silver economy, c'est une croissance annuelle de 0,25% du PIB. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est 2,5 milliards d'euros annuels quand même de progression qui est attendue sur cette question-là. Donc, c'est un vrai sujet, la silver economy, de ce point de vue-là. Aujourd'hui, les seniors disposent encore d'une capacité à consommer et à investir qui est globalement plus importante que celle de la moyenne de la population. Et du coup, il y a énormément de possibilités d'imaginer et de déployer des offres nouvelles à destination de ces populations seniors, y compris en amont des phases de dépendance, y compris pour la prévenir, pour la retarder. On serait un petit peu, si je peux prendre une image, un petit peu comme une mutuelle. Quand vous irez à 20 ans, on vous propose des prestations légères adaptées à vos risques de santé. À 30 ans, on va vous faire une proposition sur le 3e enfant gratuit. Et puis, au fil du temps, on va vous faire une proposition sur les cures thermales ou les prothèses auditives. Et ben, on est un peu dans cette même logique-là dans les services à domicile. On pourrait, en tout cas, avoir cette même dynamique de progression d'intervention et de progression d'accompagnement en créant des dispositifs un petit peu différents. Alors, j'entends déjà les structures que j'accompagne me dire ouais, mais nous, le médico-social, c'est notre cam, le commercial, c'est pas notre truc, voilà, voilà. Sans doute, mais je suis pas complètement d'accord avec ça parce que on peut aussi avoir des services qui sont des services de loisirs et qui prendront un caractère médico-social quand ça sera le moment. Je vais prendre juste un exemple qui fait rire tout le monde quand j'en parle, et c'est pas grave. Vous créez un service promène toutou qui va venir sortir mon animal de compagnie, le nourrir, passer du temps avec lui. Quand moi je suis en voyage, en vacances, partir en piquiner mon fils pendant une quinzaine de jours, des choses comme ça, eh ben, je pourrais tout aussi bien me faire hospitaliser du coup, sans me soucier de mes dors, si je sais que vous venez vous en occuper, parce que je sais que vous vous en occupez bien. Et ben, ce service qui, a priori, peut faire sourire, mais vient aussi, du coup, lutter contre les refus ou les reports d'hospitalisation ou les refus de soins. On les connaît tous chez les personnes âgées, ça, quand c'est lié effectivement à l'animal de compagnie, au chien, au chat, au canari, et qui est très lourd de conséquences derrière pour l'état de santé et pour la dépendance de la personne. Et donc, on voit bien qu'on a des services comme ça qui peuvent être sur les deux faces de la médaille. J'en prends juste un autre. Moi, je rêve d'un jour avoir une cible commerciale de HelloFresh ou de Comme J'aime vers les seniors pour essayer de faciliter l'accueil de mes amis. Moi, je suis plus capable de
de construire un repas pour une dizaine de personnes, et ben, à part aller chez le traiteur, je n'ai pas de solution de livraison à domicile. Si je commence à avoir ce genre de consommation, et ben alors, quand je vais rentrer de l'hôpital, j'aurai moins de difficultés à vous appeler pour me faire livrer du portage de repas à domicile, parce que j'aurai déjà une habitude de fonctionnement de cette nature-là. Donc, on voit bien le double visage de l'ensemble de ces dispositifs de demain. Regardez ce qu'on rencontre aujourd'hui avec les entreprises de télésurveillance comme Verisure, par exemple, qui associent maintenant de la téléassistance à leur offre de base, ou votre monde connecté qui prévient les secours en cas de chute. On est déjà engagé sur ce chemin, le chemin de cette porosité entre le soin, le médico-social, le social et la vie courante. Et donc, du coup, il y a énormément de champs des possibles. Est-ce que les acteurs du domicile s'en saisiront ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, le souci majeur, c'est pas la pauvreté des pistes. C'est vraiment l'embarras des choix. Et donc, ça pose toute la question des axes stratégiques. Je m'arrête là. J'espère pas avoir été trop longue. C'était très bien, Pascal. Merci beaucoup. Merci. Et vous restez avec nous pour les questions. Bien sûr. Merci. On accueille maintenant Laurent Roux. Alors, Laurent, vous êtes gérant de l'agence E2S Conseil et Formation, qui est une agence de consultants et de formateurs qui sont tous issus du monde de l'économie sociale et solidaire. Cette agence, elle a été créée il y a 20 ans et elle a développé une expertise dans le secteur de l'aide et de l'accompagnement à domicile. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez été missionné par l'ADAPA pour l'aider dans la construction de sa feuille de route stratégique pour les 3 années à venir dans le cadre du programme de modernisation UNA-CNSA. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Laurent. Alors, je vous pose ma première question qui est que, après ce que vient de nous expliquer Pascal, qui nous dit que l'aide à domicile est dans un contexte mouvant où il se passe plein de nouvelles choses, où on crée de nouveaux services, on pourrait potentiellement un peu se poser la question, mais est-ce que ça a du sens de créer une feuille de route stratégique à ce moment-là où rien n'est sûr? Donc, pourquoi est-ce que vous pensez, vous, que dans un contexte de transformation, c'est justement le bon moment pour se fixer un cap collectif? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, Lumière, la question est pertinente. Avant toute chose, on pourrait donner quelques éclairages sur la notion même de stratégie. Alors, une stratégie, c'est un plan d'action délibéré, cohérent, si possible, conçu pour atteindre un objectif spécifique à moyen et long terme, ou long terme. Autrement dit, c'est un chemin tactique que l'on trace. Alors, que l'on trace dans un cadre de valeurs, et ces valeurs sont définies par le projet associatif. Donc, ce chemin, pour atteindre un cap que l'on détermine au préalable, c'est quand même mieux. Donc, chaque action est anticipée, priorisée par rapport aux autres et décrite en termes d'objectifs et de moyens à mettre en œuvre. C'est surtout un outil de la gouvernance et de la direction d'une association, d'autant plus pertinent quand on a l'envergure de ADAPA. Alors, il est vrai que la crise sanitaire est venue bouleverser toutes nos certitudes en matière de stratégie et de prospective et de prévision. Alphonse Allais disait les plus belles stratégies s'écrivent au passé. C'est encore plus vrai aujourd'hui et tout aussi cynique d'ailleurs. Mais pour répondre à votre question, Lumir, les incitations, voire les injonctions à changer, à se transformer, pour reprendre une expression du secteur, sont nombreuses et Pascal l'a brillamment exposé. Et sans s'opposer, elles se superposent, s'entremêlent et on a parfois du mal à faire surface, à prendre la hauteur de vue nécessaire. On peut donc perdre le cap. Tant les équipes ont la tête dans le guidon à gérer les urgences du quotidien. Et finalement, une feuille de route stratégique, ça sert à lever la tête du guidon. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une feuille de route stratégique qui peut paraître quelque chose d'un peu lointain, décidé dans des bureaux, elle fasse en sorte que tout le monde, y compris sur le terrain auprès des bénéficiaires, se sente concerné?
Oui, on pourrait pardon, se poser une autre question, une question connexe aussi, c'est est-ce que le but, le cap, c'est la seule chose importante dans cette feuille de route stratégique? Et pour répondre à cette question, je vais me permettre de faire une petite analogie avec ce qu'on appelle le modèle général du changement. Alors, le modèle général du changement, c'est de passer d'un état présent à un état désiré, le cap. Tout est changement. Et on parle de changement organisé quand celui-ci vient bouleverser notre organisation, notre façon de faire, nos habitudes de travail, notre quotidien. Une stratégie est un changement et celui-ci doit être anticipé, pensé et conduit. Le risque de ne pas le faire, c'est de ne pas embarquer justement tout le monde sur le chemin du changement. Le cap, c'est l'état désiré. Il est en effet important de le définir et de montrer pourquoi celui-ci nous attire, qu'est-ce que là-dedans, qu'est-ce qui est important pour nous et pour nous, individuellement et collectivement dans la structure, et en quoi celui-ci nous attire. De même, bien sûr, le chemin pour y parvenir, c'est le cœur de la feuille de route stratégique, comment y aller, parlant de la situation d'aujourd'hui, vers ce cap. Mais comme dans tout changement, il est aussi fondamental de chercher à lever les freins. Les freins, ce sont souvent les croyances que l'on dit limitantes. On a déjà essayé, on n'a pas les moyens, ça ne marchera pas. Mais aussi ce qu'on appelle les répulseurs. Les répulseurs, c'est une notion un peu particulière, ce sont des messages que l'on s'envoie dans un collectif de travail qui nous poussent à changer, à bouger, mais ils ne sont pas suffisants en soi. Et ils ne nous font pas sortir de l'espace problème dans lequel on patauge, on s'enferme. Souvent, on dit qu'on est expert de notre espace problème. Alors, on fait des constats souvent négatifs, des audits. Voilà, on connaît très, très bien notre espace problème et ça ne nous suffit pas à changer et aller vers cet état désiré. Et puis, il est tout aussi fondamental d'identifier les talents et les ressources que l'on a, car ce sont les facteurs qui vont nous propulser sur le chemin du changement. Et ces talents et ces ressources, ils sont déjà là. Ne les cherchez pas, ils sont déjà là. Ils sont déjà dans la salle, autour de la table, ils sont au sein d'ADAPA. ADAPA en regorge. Et la feuille de route stratégique, c'est aussi et surtout l'occasion de donner à tous ces talents, toutes ces ressources, de s'exprimer, de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie. Bien plus que le cap, c'est donc le chemin pour y parvenir et surtout celles et ceux qui l'emprunteront qui est important. Une feuille de route stratégique, c'est une aventure humaine qui embarque tout un collectif. Merci beaucoup, Laurent. Restez avec nous pour les questions. Je passe maintenant la parole à Nordine. Alors, Nordine, vous êtes consultant au sein du cabinet Accor Conseil. Vous me reprenez comme vous êtes là si jamais je me trompe. Spécialiste de l'organisation et du management, notamment dans le secteur de l'aide, de l'accompagnement et du soin à domicile. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est notamment parce que vous avez été chargé par l'UNA national d'un vaste chantier relatif aux transformations managériales et organisationnelles. Je vous pose, pendant que j'ai encore le micro, ma première question et après je vous laisse prendre la suite. Est-ce que dans le cadre de la mission qui vous a été chargée sur les innovations managériales et organisationnelles, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales difficultés que rencontrent les salariés du secteur qui sont notamment présents avec nous ce soir? D'abord, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors effectivement, l'UNA, j'ai envie de dire courageusement, il y a à peu près un an et demi, quasiment jour pour jour, souhaiter saisir le taureau par les cornes et engager une action d'envergure pour répondre à l'enjeu de fidélisation et d'attractivité, qui est un véritable souci. Ça a été dit en filigrane des échanges précédents. Alors, pour ce qui concerne les difficultés, effectivement, les conditions de travail, comme la qualité du travail, sont régulièrement pointées du doigt et nuisent fortement, précisément, à cette fidélisation et cette attractivité.
Alors, je tiens tout de même à souligner qu'il y a un fort attachement, et on l'observe à chaque fois que l'on intervient dans une structure, un fort attachement des salariés à ce métier qui est extrêmement porteur de sens, et tout le monde le rappelle, mais de nombreuses difficultés persistent. Alors, je ne vais pas forcément toutes les énumérer aujourd'hui. Il y a bien entendu la pénibilité, il y a les horaires atypiques, les déplacements, on a vu tout à l'heure le nombre de kilomètres parcourus, la charge mentale, la charge psychologique, tout ça fait quand même de ce métier, du métier des aides à domicile, un métier très particulier. Mais il y a surtout un autre élément important sur lequel il est important pour nous de méditer, c'est l'isolement et, j'ai envie de dire, le sentiment très souvent partagé par nombreux salariés intervenants de terrain au domicile sur le fait qu'ils s'éloignent de plus en plus sur ce que certains appellent le travail bien fait, qui lui-même en soi nous apporte une satisfaction et nous renvoie une image positive. Alors, ce qui est important comme question à se poser, c'est de se dire pourquoi finalement ils en arrivent à ce sentiment de travail qui est de moins en moins bien fait. C'est très souvent, lorsqu'on creuse un peu, l'absence d'espace, d'échange, de rencontre entre les professionnels. Et pour parler simplement, c'est que même si on forme un collectif de travail, on n'est pas dans le travail collectif, on n'est pas dans l'équipe, on n'est pas dans le collectif qui échange. Alors tout cela, bien entendu, finit par se traduire par une perte de sens et une prise de distance finalement sur le métier qui rejaillit sur la fidélisation et l'attractivité. Merci beaucoup. Alors maintenant que vous nous avez rappelé les conditions difficiles dans lesquelles beaucoup d'entre vous qui sont ici présentes ce soir évoluent, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mission que vous a confiée l'UNA National? Est-ce que vous faites dans le cadre de cette mission? Alors c'est une très belle mission puisqu'on a été chargé par l'UNA National d'analyser une quinzaine d'innovations dites managériales, organisationnelles. L'ADAPA en faisait très naturellement partie à travers son projet 2RE et Pacte. Et donc, un peu partout en France, on est allé à la rencontre de ces innovations et on en a dégagé ce qu'on a appelé des déterminants de la transformation de nature à répondre aux enjeux que j'évoquais il y a un instant. Ces déterminants, il faut les entendre comme les ingrédients qu'il faut essayer de réunir pour que la recette fonctionne et que l'on puisse transformer dans le bon sens ces organisations. Et il est ressorti de nos travaux que bon nombre de structures qui s'étaient engagées dans une transformation de leur organisation pour répondre à ces enjeux, eh bien, avaient mis au cœur de leur projet la structuration en équipe de travail. Ça nous a vraiment sauté aux yeux. Et finalement, ce travail collectif, eh bien, pour bon nombre de structures, il se concrétisait de manière encore plus forte lorsqu'on institutionnalisait un fonctionnement en équipe de travail, que ce soit à l'échelle des aides à domicile ou du management intermédiaire. Donc, vous présentez ce fonctionnement en équipe de travail comme un des fondements qui rend la transformation organisationnelle possible. Est-ce qu'il y en a d'autres? Par quoi est-ce que ce changement, qui est un changement profond de manière de travailler, d'organisation au quotidien, par quoi c'est rendu possible? C'est quoi les facteurs de succès? Alors, encore une fois, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas tant ce que je pense, c'est ce que nous avons largement entendu sur le terrain depuis de nombreuses années et à l'occasion de cette mission de l'UNA. Je veux dire qu'il y a peut-être 3 choses qui sont extrêmement frappantes et qu'on retrouve, quels que soient les projets sur les différents territoires, et qui ont conditionné cette organisation en équipe de travail. Le premier point, c'est clairement, pour les initiateurs de ces projets, c'est de sortir de l'individuel et d'aller vers le collectif de travail. Encore une fois, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'ai une phrase comme ça qui me reste à l'esprit, une aide à domicile qui me disait: avec les équipes de travail, j'ai découvert que j'avais véritablement des collègues de travail. Donc, en soi, c'est également une remarque qui continue de m'accompagner dans le changement de paradigme que ça entraîne finalement lorsqu'on s'organise en équipe de travail. C'était le premier point. Le second point, c'est que ces structures aussi font le pari, au-delà de l'organisation en équipe de travail, de se dire on va donner de l'autonomie. On dit ici à l'ADAPA des responsabilités ou l'élargissement de responsabilités. Je crois que c'est également intimement lié à cette organisation en équipe de travail, c'est de se dire finalement,
traduisons ce que nous disons depuis de nombreuses années, c'est ceux qui font, qui savent, eh bien, laissons-les en équipe, en autonomie. Quand je dis en autonomie, c'est hors la présence des hiérarchiques, pour pouvoir échanger entre eux sur la manière dont ils exécutent leur mission au domicile. Et le troisième point, qui est également extrêmement fort, c'est que ces structures ont souhaité que ces espaces d'échange sur le travail se fondent sur le travail réel. Ça ne veut pas dire qu'il y a un faux travail. Ça veut simplement dire qu'il y a parfois des échanges sur la manière dont on souhaite s'organiser qui restent sur une dimension du prescrit, c'est-à-dire ce qu'on a écrit dans des consignes. Mais vous le savez tous ici dans la salle, beaucoup de choses s'inventent au domicile, presque d'une semaine à l'autre. Et que si l'on n'est pas en capacité d'organiser des temps d'échange qui permettent aux salariés de parler de ce travail réel, on passe à côté non seulement de l'objectif d'amélioration continue, mais également aussi de retrouver du sens et de permettre à l'ensemble des salariés d'être dans une organisation apprenante, c'est-à-dire que l'on va, par l'échange de nos expériences sur le terrain, eh bien, construire quelque chose de plus grand que nous et qui va nous permettre d'améliorer la qualité de service aux bénéficiaires. Merci. Et concrètement, dans la mise en œuvre des projets, qu'est-ce qu'il faut mobiliser pour que le projet de transformation se passe bien? Alors, encore une fois, ce n'est pas Nordine Boudjedila qui parle, c'est encore une fois tout ce que l'on a pu recueillir du terrain. J'ai envie de dire qu'il y a d'abord les fondamentaux que l'on va retrouver pour tout type de projet de transformation de l'organisation. C'est bien entendu le portage par la gouvernance, les administrateurs, ceux qui décident. C'est l'implication et la consultation régulière des instances représentatives du personnel. Et enfin également, l'information plus large aux partenaires, comme vous le faites d'ailleurs aujourd'hui, qu'il s'agisse de partenaires institutionnels ou autres, qu'ils soient prescripteurs, financeurs, peu importe. Ces initiatives doivent être connues et partagées avec ces partenaires pour donner une dynamique encore plus forte. Alors ça, c'est, j'ai envie de dire, des choses assez classiques. Les choses les plus singulières pour que ces projets fonctionnent d'organisation d'équipe de travail, c'est bien entendu l'implication des salariés et le plus en amont. Et quand je dis le plus en amont, c'est au moment où l'on réfléchit à la mise en place d'une telle organisation. Et c'est souvent ce que l'on appelle les diagnostics. Il doit être partagé, il doit permettre aux salariés d'exprimer non seulement les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail, leurs craintes, mais également leurs idées. Et tout ce chemin ou cette étape est nécessaire pour permettre à chacun de se transposer et finalement d'imaginer ce que l'organisation en équipe pourra leur apporter comme bénéfice le moment venu. Alors ça, ce sont les salariés de terrain, les aides à domicile. On a aussi, avec le recul, et ce sont les initiateurs de ce type de projet qui nous le disent, ça n'a pas été le cas pour l'ADAPA, mais pour d'autres structures, c'est que parfois on oublie le management intermédiaire. Il est fondamental. Il doit y avoir également, lorsqu'on engage ce type de dynamique, un accompagnement spécifique. Pour le management intermédiaire, on a coutume de dire, alors c'est peut-être un peu schématique, mais il faut les aider à sortir un petit peu de leur rôle classique d'encadrant pour aller vers un rôle de personne ressource, parce que les équipes vont monter en autonomie et en prise de responsabilité. C'est également vrai pour les structures de taille plus importante, pour les services support. Alors on a observé, c'est encore une fois le terrain qui nous l'a montré, c'est qu'il y a besoin également de les accompagner pour qu'ils sortent d'une logique, j'ai envie de dire, de garant de la règle. Encore une fois, je suis schématique, mais c'est pour qu'on aille plus vite, à un rôle de facilitateur finalement. Les choses vont bouger, l'édifice va bouger, eh bien, il faut aussi que ces deux échelons, ces deux niveaux, eh bien, bougent et s'adaptent à cette montée en autonomie. Et enfin, j'ai envie de dire, deux derniers points qui sont évidents, c'est qu'il faut d'abord expérimenter. On ne s'organise pas du jour au lendemain en équipe de travail. Il faut d'abord prendre une partie du personnel qui va être un peu les salariés volontaires qui vont tester et qui vont fonctionner, expérimenter et à un moment donné, construire leur propre vision de l'organisation du travail. Parce qu'il est fondamental de rappeler que, au-delà des modèles, ce qui va compter, c'est que chaque structure trouve sa propre traduction de l'organisation en équipe. Et de mon point de vue et de ce qu'on a observé, il n'y a pas deux structures qui se ressemblent dans la mise en œuvre et dans la mise en place de cette organisation en équipe de travail. Et enfin, le dernier point, c'est le pilotage, mais j'irai plus rapidement. C'est peut-être un point sur lequel les structures regrettent de ne pas forcément s'être fortement investies. Je veux dire, il faut que ce projet d'organisation en équipe de travail soit piloté de manière extrêmement décloisonnée. Pourquoi pas y retrouver des représentants des usagers, des représentants des partenaires,
bien sûr les IRP, bien sûr les administrateurs, bien sûr les salariés. C'est une question à se poser. On doit aussi y retrouver tous les métiers que l'on retrouve, les métiers du SAL, les métiers du SIAD et d'autres. Et également aussi réfléchir à ce que dans cette instance de pilotage, on retrouve aussi les différents niveaux de l'organisation. Merci pour toutes ces explications. Alors, on sait que vous n'avez pas encore terminé votre mission, mais peut-être est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan à mi-parcours? Alors, c'est une question, là, ou en tout cas une commande qui est difficile, parce que lorsqu'on parle de transformation, il y a aussitôt un premier terme, une première idée qui doit arriver, c'est que ça prend du temps. Et j'ai envie de dire que l'on ne passe pas du jour au lendemain de l'individuel au collectif, du collectif de travail au travail collectif. Il faut du temps. Et c'est vrai qu'on est tous souvent impatients, mais il faut du temps pour que les habitudes se prennent. Gardons à l'idée que l'isolement, depuis de nombreuses années de professionnels au domicile, je veux dire, réfléchir en collectif n'est pas naturel. Échanger en collectif l'est encore moins. Donc ça, je veux dire, c'est la première des remarques. Néanmoins, je pense qu'il est important, après maintenant 5 ou 6 années de mise en œuvre de ce type d'organisation en équipe de travail, de dire que ce qu'on entend nous remonter du terrain lorsqu'on interroge des salariés qui ont pratiqué cela, concrètement, ils nous disent plus jamais on veut revenir en arrière. Bon, je vais dire, en soi, ça mérite déjà d'être souligné. Plus fondamentalement, quand on échange avec l'ARCARSAT, on observe un certain nombre d'effets positifs également, notamment sur la réduction des risques psychosociaux, le fait j'ai envie de dire, d'avoir une fierté d'un travail qu'on fait mieux, le fait d'être davantage dans une logique d'entraide et de solidarité entre collègues de travail. Eh bien, tout cela produit à l'évidence un certain nombre d'effets positifs sur la santé mentale au travail. Pour ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques, j'ai envie de dire très basiquement le fait que les salariés qui s'organisent en équipe de travail, les aides à domicile, puissent optimiser les plannings, ça a un effet sur la réduction des kilomètres, sur les intervacations, sur les temps morts. Et tout cela, à l'évidence, joue sur la pénibilité, la fatigue et à l'évidence la santé au sens premier du terme. On observe également, maintenant depuis quelques mois, des effets sur la fidélisation et l'attractivité. Beaucoup de structures nous disent, voilà, on voit des intervenants qui parlent de mieux en mieux de leur travail. Et j'ai envie de dire, quoi de plus important finalement pour convaincre une autre personne de s'engager dans ces beaux métiers que quelqu'un qui l'exécute chaque jour et qui en est fier. Donc ça, c'est un point qui est important. J'ai envie de dire, un second point, c'est que beaucoup de salariés nous disent, on arrête de chercher mieux ailleurs. On arrête de regarder si l'herbe est plus verte dans une autre structure. On évite de passer d'une structure à l'autre, et puis ça dure 3 ans, 4 ans, beaucoup nous l'ont dit, et puis on en a un peu assez, on revient. Enfin, à un moment donné, ils se disent, on est bien là, parce qu'enfin, on est dans une organisation qui nous permet d'échanger sur la réalité de notre travail. Et pour terminer sur les effets, sur la fidélisation et l'attractivité, et là, c'est plutôt un retour que nous font ceux qui recrutent et les services des ressources humaines. C'est de dire, on s'en sert comme un élément nous permettant de développer un avantage comparatif par rapport à une autre structure. Chez nous, on travaille en équipe. Donc, sous-entendu, vous y serez mieux. Et je crois que la force du travail en équipe, lorsqu'on est dans des secteurs en tension, il faut vraiment se dire que c'est un atout fondamental. Alors, pour terminer, je crois que ce qui est important, c'est aussi de se dire quels sont les effets mesurés sur les bénéficiaires. L'ensemble de ces organisations, au-delà des conditions de travail, de la qualité du travail, c'est aussi de lutter contre l'absentéisme. On est bien, on est moins absent. Si on est moins absent, il y a moins de remplacement. S'il y a moins de remplacement, il y a moins d'aide à domicile, j'allais dire, qui passe au domicile d'une même personne. Et très souvent, quand même, on entend que c'est un élément qui, tant pour les bénéficiaires que pour les familles, interroge. Donc ça, c'est, je crois, aussi un effet à avoir et à garder à l'esprit. Au-delà de cela, le fait d'être dans une logique où on se concerte, où on échange entre pairs, où on échange avec ses hiérarchiques, permet de développer une réponse juste, au plus proche du besoin du bénéficiaire. Et ça a des effets, non seulement pour le bénéficiaire, c'est une évidence, mais également aussi pour les familles qui ont plus que le sentiment que les professionnels sont coordonnés, qu'ils échangent et qu'en permanence, ils sont au courant
de ce qu'il faut faire chez mon papa ou ma maman qui sont suivis, accompagnés par l'association. Et peut-être pour clôturer, je dirais que on l'a dit tout au long de cette séquence, on est à 2 doigts de la sortie du cahier des charges sur les services autonomie au domicile. Ce qui m'a frappé, mais en positif, c'est que très clairement, on voit dans ce projet de cahier des charges, tel qu'il est présenté, toute l'importance dorénavant que l'on accorde à la concertation entre les professionnels. Alors, ce n'est pas nouveau en soi, je ne dis pas que c'est nouveau. C'était vrai pour un certain nombre de métiers, notamment le médical ou le médico-social. Eh bien, on le voit là de manière beaucoup plus forte comme une des conditions, non seulement de meilleurs services aux bénéficiaires, mais également de réponse aujourd'hui aux tensions qu'on observe sur le marché du travail et qui ont été rappelées tout au long de la journée. Merci. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions. 5 points en guise de mauvaise conclusion. À partir de ce qui est apparu dans les débats. La première chose, c'est le choc démographique. Qu'on le veuille ou non, les choses sont déjà lancées, si je puis dire. L'INSEE Rhône-Alpes prévoit que dans l'Ain, en 2070, il y aura plus 90 000 personnes de plus de 75 ans. Et le taux de vieillissement de la population, enfin la part des plus de 75 ans, passera de 8 à 18%. Donc c'est ça la réalité qu'on aura à gérer, c'est ça que les politiques publiques auront à gérer. Deuxième point piqué dans les interventions, c'est la question de l'usager acteur et de l'extension du pouvoir d'agir. Ça, c'est un élément, je crois, qu'il faut qu'on intègre également. C'est-à-dire que, pour simplifier les choses, il ne faut plus parler à la place d'eux, mais il faut parler avec. Et l'enjeu, c'est la co-construction avec les usagers des parcours de prise en charge. Troisième point, le chemin est aussi important que le cap. Donc, la façon dont on s'y prend pour, une fois qu'on a déterminé un cap, pour essayer de l'atteindre, c'est aussi important que le cap lui-même, un discours de la méthode, entre guillemets. Quatrième point, le cliquet, c'est-à-dire dans les ERE, on n'a pas envie de revenir en arrière. Donc ça, je pense que c'est un élément important, ça veut dire qu'il s'y passe des choses positives, c'est ça qu'il faut valoriser et essayer de développer. Cinquième point, la fuite vers le gré à gré. Alors, j'ai pas fait un point sur le promène toutou, mais on aurait pu. La fuite vers le gré à gré, je pense que les modalités de travail du gré à gré, c'est exactement l'inverse des attendus des ERE. C'est-à-dire que c'est la solitude de l'aide à domicile de fond, quoi. Et donc, je pense que s'il y a des fuites vers le gré à gré, je ne pense pas que ce soit dû à l'organisation des équipes R, plutôt dû à d'autres facteurs ou sur la volonté d'être son propre patron, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît par ailleurs. Et puis, sixième point, et j'en terminerai là-dessus, finalement, on n'a pas parlé beaucoup de négociations avec les autres partenaires. Or, le sujet qui va nous occuper dans les mois à venir, à partir du 30 juin, de ce 30 juin fatidique, c'est la négociation avec les autres partenaires. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour voir comment ça s'est passé. Je voulais surtout remercier l'ensemble des participantes et participants. Un vendredi soir, c'est une gageure. On avait moins de monde que prévu, mais les meilleurs sont là, sans doute. Deuxième chose, je voudrais très sincèrement remercier l'ensemble des équipes de l'ADAPA pour le travail effectué en préparation de cette assemblée générale. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre participation.